Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le 1433e épisode de l'After Zap Image. On débute les amis avec le programme de la soirée en Champions League. Faites un petit arrêt sur image évidemment les amis pour découvrir l'ensemble de ces rencontres. À noter la très belle affiche entre Chelsea et l'AC Milan à 21h. La Juve dos au mur qui va recevoir le Maccabi Haïfa. Le déplacement aussi du Paris Saint-Germain du côté de l'Estadio de la Louche pour affronter le Benfica Lisbonne. On va d'ailleurs démarrer les amis avec quelques infos et d'éclats autour de cette rencontre du PSG à Lisbonne. Premièrement, Christophe Galtier a été interrogé sur le fait que ça soit peut-être le premier gros test du PSG cette saison parce que bon, on avait été tout de même assez déçus du niveau de la Juventus. Christophe Galtier qui nous dit: ce sont vous les médias qui annoncent que c'est un premier gros test. Moi j'ai des joueurs qui ont l'expérience de ce genre d'affiche, de ce vécu. Je pense qu'on a les qualités pour faire très bien ce soir du côté de Lisbonne. Autre déclat de Christophe Galtier sur le fait que le Benfica en soit au même niveau que le PSG depuis le début de saison. Que des victoires pour les Lisboètes, un petit match nul, c'était le week-end dernier face au Victoria Guimarães. Le Benfica est leader du championnat, troisième attaque du championnat, meilleure défense du championnat portugais. Le Benfica est allé s'imposer du côté de la Juventus, le Benfica s'est imposé face au Maccabi Haïfa. Bref, c'est un sérieux client qui affronte le PSG ce soir. Christophe Galtier qui nous dit: le Benfica toujours invaincu, eh bien il faudrait être plus efficace que ça a été le cas ces derniers temps. C'est une équipe qui met une énorme pression sur les premières relances, il faudra bien jouer sous pression. Il est évident que si le PSG met les mêmes ingrédients que lors du déplacement en Israël face au Maccabi Haïfa, le résultat pourrait être compliqué ce soir parce que franchement le Benfica est un sérieux client qui est très entreprenant dans le jeu et qui est capable de poser des problèmes au PSG. Et il est très clair aussi que depuis quelques semaines maintenant, depuis le match face à Brest, le PSG a tout de même aussi un petit problème d'efficacité devant. Ensuite, on continue avec une déclaration de Danilo Pereira qui était en conférence de presse et nous dit: il est difficile d'être titulaire au PSG. Le coach me fait confiance en défense centrale et au milieu. Je prends du plaisir et c'est ça le plus important. Deux petites informations qui concernent le groupe parisien. Premièrement, Renato Sanchez est forfait pour cette rencontre. On rappelle qu'il est sorti touché face à l'OGC Nice le week-end dernier. En ce qui concerne Marco Verratti, il est de retour dans le groupe parisien. D'ailleurs, Christophe Galtier a annoncé que Verratti n'avait plus aucune gêne et qu'il avait 90 minutes dans les jambes. Autre petite information les amis, bon là ça concerne pas forcément ce match face au Benfica, mais l'avenir de Léo Messi. C'est Fabrizio Romano qui nous annonce que Léo Messi décidera de son avenir en 2023. Malgré les rumeurs d'un retour au Barça l'été prochain, le clan Messi a garanti qu'aucune décision n'avait été prise et que rien n'est encore avancé. Donc tout est possible pour Léo Messi, prolonger avec le PSG, un retour au Barça, peut-être quitter l'Europe. Bref, on ne sait pas. En tout cas, la décision de Léo Messi interviendra beaucoup plus tard dans la saison. On enchaîne les amis avec les résultats de la veille en Ligue des Champions. Vous faites un petit arrêt sur image les amis pour découvrir l'ensemble de ces résultats. Francfort a tenu en échec Tottenham 0-0. C'est une bonne opération d'ailleurs pour l'OM. Porto bat le Bayer Leverkusen 2-0. Et on souligne aussi le Club Bruges qui s'impose 2-0 face à l'Atlético Madrid grâce notamment à Ferran Rudgla qui a été énorme. Un but, une passe D. Le Club Bruges qui fait 9 sur 9 depuis le début de saison en Ligue des Champions. L'Atlético est dos au mur. L'Atlético est bon dernier de son groupe de Ligue des Champions. On démarre les amis notre page Ligue des Champions du côté du Vélodrome. On rappelle que ce match entre Marseille et le Sporting hier s'est joué à huis clos. Et c'est bien malheureux puisque l'OM s'est imposé 4 buts à 1 face au Sporting. Et pourtant tout avait mal démarré pour l'OM. Ouverture du score de Francisco Trincao, l'ancien joueur du Barça, au bout de 50 secondes de jeu. Et puis ensuite, le gardien du Sporting Portugal a fait n'importe quoi. Il n'y a pas d'autre mot de toute façon. Alexis Sanchez 13e, Amin Harit 18e, Léo Balerdi 28e, alors que Adan, le gardien justement du Sporting, avait été expulsé à la 23e pour une main en dehors de sa surface de réparation, et Chancel Mbemba à la 84e. Bref, l'OM s'impose 4-1 face au Sporting dans un match qui a été assez mouvementé puisque ce match il a démarré avec plus d'une demi-heure de retard parce que le Sporting a visiblement été embêté lors de son trajet en bus par les bouchons tout simplement dans la ville de Marseille. Donc ils sont arrivés en retard, donc le match a dû être décalé, le coup d'envoi a dû être décalé. Ça n'a pas plu à Igor Tudor qui est allé manifester sa colère auprès des officiels de la rencontre dans les couloirs du Vélodrome. Et Igor Tudor qui s'est plaint tout simplement de l'organisation. On est en Ligue
Ligue des Champions. Il a dit ça, hein, voilà, on est en Ligue des Champions, ce n'est pas normal. On n'est pas sur le match du coin. Il nous dit, on nous a prévenu du changement d'horaire alors qu'on était déjà sorti pour l'échauffement. Ce n'est pas normal. Il n'était pas là à 19 h, mais j'avoue que je l'ai fait aussi un peu volontairement pour réveiller mes joueurs. Voilà pourquoi il a un peu haussé le ton aussi dans les coursives du Vélodrome. Petite stat maintenant sur l'OM qui a encaissé le deuxième but le plus rapide pour un club français en Ligue des Champions hier. On l'a dit, 51 secondes pour le but de Francisco Trincao. La première fois, c'était aussi l'OM qui avait encaissé le premier but le plus rapide dans l'histoire des clubs français en Ligue des Champions. En 2013, c'était face à Arsenal, c'était Jack Wilshere. Quelques petites informations les amis. Marseille qui n'avait pas inscrit un but en Ligue des Champions cette saison, en a mis 4 au Sporting. Le Sporting lui n'avait pris aucun but depuis le début de saison en Ligue des Champions. L'OM n'avait plus inscrit 3 buts en première mi-temps au stade Vélodrome depuis 1993. Et l'OM n'avait plus marqué dans le jeu en Ligue des Champions depuis le but de Diawara en 2013 face au Borussia Dortmund. Ça faisait 9 ans que Marseille n'avait plus marqué un but dans le jeu en Ligue des Champions. Petite info aussi sur Alexis Sanchez qui a trouvé la faille hier pour la première fois donc cette saison en Ligue des Champions et la première fois avec l'OM en Ligue des Champions. Il a trouvé la faille pour 4 clubs différents en LDC, le Barça, Arsenal, l'Inter et Marseille. Seuls Zlatan et Hernan Crespo ont fait mieux que lui dans l'histoire de la compétition. On continue les amis avec ce petit récapitulatif du match catastrophique d'Adan, le gardien du Sporting, qui a tout simplement donné la victoire à l'Olympique de Marseille hier. Fautif sur le premier but de l'OM, fautif sur le deuxième but de l'OM, expulsé 10 minutes plus tard pour une main hors de sa surface. Match catastrophique du gardien du Sporting. Ensuite, on continue les amis avec une petite déclat sur malheureusement la mauvaise nouvelle du soir côté phocéen. La sortie sur blessure prématurée de Jonathan Klaus en première mi-temps, Igor Tudor qui nous dit « Il faut qu'on voit, c'est difficile à dire pour le moment, il est touché au niveau du mollet ». On espère que c'est pas trop grave pour Jonathan Klaus et évidemment pour l'équipe de France. Ensuite, on continue les amis avec le classement du groupe de l'OM. Le Sporting est en tête toujours avec 6 points, Tottenham 4 points, l'Eintracht 4 points, Marseille à 3 points et Marseille peut évidemment encore croire en la qualification, même s'il faudra évidemment aller faire des résultats maintenant à l'extérieur pour l'OM. On va poursuivre les amis avec un autre groupe, la victoire du Bayern 5-0 hier face au Victoria Pilsen. Leroy Sané auteur d'un doublé, Serge Gnabry, Sadio Mané, Eric Choupo-Moting. Bref, le Bayern évidemment a été encore une fois très largement au-dessus de son adversaire. Le Bayern est en tête de son groupe, 3 matchs, 3 victoires, 9 buts inscrits pour les Bavarois, 0 but encaissé. Le Bayern n'a perdu aucun de ses 31 derniers matchs de phase de groupe de la Ligue des Champions. Autre statistique d'ailleurs sur cette série, ils ont remporté d'ailleurs les 10 derniers, les Bavarois. C'est la plus longue série de ce genre dans l'histoire de la compétition. Regardez un petit peu les amis à quoi ça ressemble tout simplement. 31 matchs sans défaite consécutivement en phase de groupe de la Ligue des Champions. Et d'ailleurs sur ces 31 matchs, il y a 28 victoires pour 3 petits matchs nuls du Bayern qui est une véritable machine à gagner. Et puis vous pouvez le constater, il y a des scores qui sont incroyables. Côté bavarois, on connaît la puissance offensive de l'équipe bavaroise. Regardez cette stat aussi les amis, c'est assez dingue. La dernière fois que le Bayern a perdu un match à domicile en phase de groupe de la Ligue des Champions, Jamal Musiala n'avait que 10 ans. C'est assez fou. De petites déclats autour de cette rencontre et de la prestation aboutie des Bavarois quelques jours après avoir aussi bien répondu en Bundesliga face à Leverkusen. Julian Nagelsmann qui nous dit « Les garçons ont très bien joué aujourd'hui. C'est de cette manière que nous devons approcher un match. Nous avons très rapidement pris les devants, contrôlé cette rencontre avec aussi évidemment dans un coin de notre tête le match de samedi face au Borussia Dortmund, le classiqueur. Nous avons mérité notre victoire en étant très sérieux. Voilà, on a montré beaucoup de choses aujourd'hui très positives. On va dans la bonne direction. Autre déclat, celle de Sadio Mané qui nous dit « L'équipe a joué un très grand match aujourd'hui. On s'est créé beaucoup d'occasions. On mérite de gagner. Il est vrai que les semaines précédentes ont parfois été difficiles. Il est important de montrer une réaction, du caractère. Nous avons montré de très belles choses depuis le retour de la trêve internationale. J'espère qu'on va continuer comme ça pendant tout le long de la saison. Sadio Mané qui a été désigné d'ailleurs hier homme du match de cette
rencontre. Une petite déclate de Sadio Mané hier. Sadio Mané qui a été interrogé sur le ballon d'or qui approche dans une dizaine de jours. Et est-ce que Karim Benzema mérite de gagner le ballon d'or? Réponse très honnête de Sadio Mané. Honnêtement, je pense que Karim mérite cette année. Il a fait une grande saison avec le Real, je le pense sincèrement. Voilà, une déclaration honnête de Sadio Mané. Parfois, on voit certains joueurs qui refusent tout simplement de reconnaître qu'un autre joueur a été peut-être meilleur qu'eux. C'est pas du tout le style de Sadio Mané qui reconnaît très bien et honnêtement que oui, Karim a été exceptionnel la saison passée et que Karim va certainement remporter ce ballon d'or. Ensuite, on continue les amis avec l'autre résultat de ce groupe. C'est quasiment une finale les amis, parce qu'on voit bien que le Bayern est quasiment déjà qualifié et donc assuré de la première place. Maintenant, voilà, cette deuxième place qualificative, elle va se jouer entre l'Inter et le Barça. Et il est vrai qu'à la mi-chemin de cette phase de groupe, l'Inter a pris un avantage assez intéressant par rapport au Barça. Victoire hier des Interistes sur le Barça, 1-0 à Can Çalhanoğlu dans le temps additionnel de la première mi-temps. Très joli but de Çalhanoğlu. Marc-André Ter Stegen ne peut absolument rien parce que la frappe de Çalhanoğlu elle est magnifique, un ras de terre au ras du poteau. Donc une victoire pour les Interistes dans un match assez fermé et très peu de situations franches dans cette rencontre. Le Barça a manqué d'idées, de créativité. On a vu, je crois, une cinquantaine de centres côté bavarois, côté barcelonais, pardon. Et pourtant, on n'a pas réussi à trouver Robert Lewandowski qui est resté muet dans cette rencontre. D'ailleurs, en plus de ça, Robert Lewandowski a quasiment aucune occasion. Face au Bayern, il avait eu des occasions. Là, hier, face à l'Inter, quasiment rien pour Robert Lewandowski. Deux petites déclats, les amis, de Xavi sur le résultat. Il nous dit « Nous voulons toujours attaquer et bien le faire. En première mi-temps, nous avons manqué de rythme et nous devons nous critiquer au-delà des décisions de l'arbitre. » Ensuite, il nous dit « Il nous manquait le talent, la dernière passe pour faire la différence. On aurait pu tirer plus de loin, c'était une journée pour le faire. Il est évident que ça, c'est quelque chose tout de même pour le Barça qui est à améliorer. Quand tu affrontes ce genre d'équipe comme l'Inter, très bien regroupée défensivement, qui ne laisse quasiment aucun espace, le Barça n'a pas de solution B, on va dire ça comme ça. Le Barça s'entête avec ses centres, s'entête avec ses passes, ses redoublements de passes, mais jamais on ne va voir un joueur qui va prendre une initiative de tirer de loin. Et c'est bien dommage parce qu'il y a des joueurs qui sont capables de tirer de loin dans cette équipe. Et face à ce genre de bloc regroupé, ça peut être une arme. Et malheureusement, le Barça ne l'utilise pas assez, cette arme des tirs de loin. Donc voilà, on va parler maintenant de certaines décisions arbitrales contestables pendant cette rencontre. Mais il est vrai que oui, l'arbitre, il est évident que l'arbitre pour moi a fait des erreurs dans cette rencontre. Mais il faut aussi le dire, le Barça n'a pas été bon, tout simplement aussi sur cette rencontre. Regardez maintenant cette déclaration de Xavi qui nous dit « Je suis très énervé par la situation auquel nous faisons face. C'est une injustice. J'ai déjà dit hier en conférence de presse que les arbitres devaient venir discuter de leurs décisions pour que l'on puisse les comprendre. Et aujourd'hui, l'arbitre n'a pas voulu me donner d'explication à la fin de la rencontre. » Voilà les amis, je vous propose cette image arrêtée. On joue le temps additionnel de cette rencontre. Centre, Ansu Fati, là vous le voyez, Ansu Fati, il va mettre la tête. Alors est-ce qu'il y a but ou pas? On n'en sait rien, mais Ansu Fati, il va mettre la tête. Denzel Dumfries touche ce ballon de la main. Il n'y a pas eu de pénalty accordé au Barça. Pour moi, c'est un vol. Je ne comprends pas comment on n'a pas pu donner de pénalty au Barça sur cette situation. Et je peux comprendre évidemment l'extrême frustration de Xavi qui était très énervé en conférence de presse hier par le match de son équipe, mais aussi par cette décision arbitrale qui est plus que contestable. Regardez les amis, quand la VAR n'a pas donné le penalty au Barça, regardez les images, la contestation de Xavi qui montre la main, et regardez le visage de Simone Inzaghi. Simone Inzaghi, on a l'impression qu'il se dit c'est un miracle, il n'y a pas pénalty sur cette situation, c'est vraiment un miracle pour nous. C'est fou pour moi de se dire qu'il n'y a pas eu de péno pour le Barça hier. Mundo Deportivo qui titre d'ailleurs évidemment sur ces deux séquences pendant le match. Ansu Fati aussi qui a touché un ballon de la main. Manos Arriba, main en l'air. Le Barça a déjà préparé une réclamation formelle auprès de l'UEFA pour l'arbitrage de ce soir face à Milan.
Il est vrai qu'on peut aussi se dire que le Barça, tout de même, lors de la première journée, avait été lésé face au Bayern. Il y avait certainement un penalty assez clair sur Ousmane Dembélé. Bref, ça fait beaucoup côté Blaugrana. Ensuite, on continue les amis avec une autre mauvaise nouvelle, hein, côté barcelonais. Il y a encore un pépin physique, regardez, tache de sang sur sa cheville. Le troisième défenseur du Barça qui est blessé en l'espace de 15 jours après Araujo et Jules Koundé. Christensen, sorti sur blessure hier. Le communiqué médical est tombé. Il souffre d'une entorse du ligament externe de la cheville gauche. On attend de nouveaux examens aujourd'hui. On peut se dire, les amis, que Christensen ne jouera pas non plus le Classico face au Real dans une dizaine de jours. On enchaîne donc, les amis, avec le classement de ce groupe C. Et comme on l'a dit, hein, le Barça va devoir absolument faire quasiment un sans faute, hein, sur les matchs retour. Les Barcelonais, pour le moment, sont en Europa League avec 3 points. L'Inter est deuxième avec 6 points. Le Bayern est leader avec 9 points. On enchaîne, les amis, avec la gifle de la soirée. C'est le Napoli qui est allé gifler l'Ajax sur son terrain. 6-1 pour les Napolitains. Mohamed Kudus avait pourtant ouvert le score côté Ajax avant que Giacomo Raspadori inscrive un doublé. Di Lorenzo, Zielinski, Kvaratskhelia et Giovanni Simeone. Le Napoli a été monstrueux. S'il y en a 8 ou 9 sur cette rencontre, c'est exactement la même chose. Une supériorité incroyable des Napolitains. Quel plaisir de voir jouer le Napoli depuis le début de saison. C'est une véritable machine à marquer. Le Napoli devient d'ailleurs la première équipe italienne à marquer plus de 10 buts sur ses 3 premiers matchs de phase de groupe de Ligue des Champions. Jamais ça n'est arrivé pour le football italien. Le Napoli l'a réalisé hier. Une autre petite stat, hein, tout de même, puisque l'Ajax vient de subir la plus lourde défaite, toute compétition confondue, de son histoire depuis 1964, les amis, et un 9-4 face au Feyenoord. C'était en championnat des Pays-Bas. Donc évidemment, autant dire aussi que c'est la plus lourde défaite de l'Ajax dans son histoire en Ligue des Champions. Petite stat sur Kvaratskhelia qui a marqué hier. Depuis le début de saison, 6 buts, 4 passes D. Et en plus de ça, hier, il aurait pu aussi délivrer des passes D. Il a été peut-être un petit peu égoïste sur certaines situations. Et Luciano Spalletti l'a rappelé un petit peu en conférence de presse. Autre résultat dans ce groupe, la victoire de Liverpool 2-0 face aux Rangers, match complètement dominé et maîtrisé par les Reds. Trent Alexander-Arnold sur un coup franc magnifique et Mohamed Salah sur penalty. Petite stat sur Mohamed Salah, les amis, qui vient d'inscrire son 35e but en Ligue des Champions avec Liverpool. Seuls deux joueurs dans l'histoire du championnat anglais ont fait mieux. Sergio Aguero avec City et Didier Drogba avec Chelsea. Donc Mohamed Salah va bientôt devenir le meilleur buteur des équipes anglaises en Ligue des Champions. Encore 2 buts pour Salah et il deviendra donc officiellement le meilleur buteur. Ensuite, petit déclat de Jürgen Klopp qui nous dit: c'est exactement ce dont nous avions besoin ce soir avec un nouveau système. Nous avons pu changer beaucoup de choses. Nous avons eu énormément d'occasions. Imaginez si nous avions été plus décisifs. C'était un très bon match, très important. Liverpool a joué hier en 4-4-2. C'est une information importante tout de même, hein. C'était un changement de système qui a été plutôt bénéfique hier pour les Reds. Et il est vrai que sans un grand match du gardien des Rangers, le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, au classement de ce groupe. Naples en tête, 9 points avec une différence de but énorme, plus 11 pour les Napolitains. Liverpool deuxième, 6 points. L'Ajax troisième avec 3 points. Les Rangers, évidemment, bon dernier. Ensuite, on termine, les amis, avec 3 petites informations. Premièrement, une info qui concerne Cristiano Ronaldo qui pourrait quitter Manchester United au mois de janvier si une offre satisfaisante se présente. Voilà, on n'a pas bien compris pourquoi Erik ten Hag avait conservé Cristiano Ronaldo alors qu'il ne l'utilise quasiment pas. Donc voilà, ça sert à rien de le bloquer comme ça. En tout cas, c'est mon avis. Je pense qu'il y a une offre qui est intéressante. Autant laisser partir Cristiano pour qu'il aille s'amuser un petit peu ailleurs parce que les temps sont durs pour Cristiano du côté de Manchester. On verra ça sur le mois de janvier. Ensuite, une information du côté du FC Séville. Ça va mal, hein, pour les Andalous. Selon le quotidien Marca, Jorge Sampaoli devrait revenir du côté du FC Séville. On va attendre ce qui va se passer ce soir aussi en Ligue des Champions pour les Andalous face au Borussia Dortmund. Mais Jorge Sampaoli devrait faire son retour donc du côté de Séville, équipe évidemment qu'il a déjà entraîné. Et on termine avec une petite déclat d'Olivier Giroud par rapport donc à la liste de Didier Deschamps dans quelques semaines. Il nous dit: en tout cas, moi j'ai fait ce qu'il fallait pour être présent dans la liste. On a déjà parlé, les amis, il a mis tous les ingrédients pour être appelé. Maintenant, la décision, elle appartient à Didier Deschamps. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.